C'était l'époque où je voulais, où je sais pas, on faisait des enquêtes, les récidis, etc. Et donc pendant 6 mois, il est monté entre midi et demi et 1 heure, demi-heure par demi-heure, pendant, oui, tout un hiver. Et donc je lui dis de raconter sa vie. Donc moi j'étais sa petite fille, alors il allait pas tout oui, il enjolivait certains épisodes, évidemment. Et donc il y avait 130 pages, il y avait un paquet que j'ai donné à Edgar, ce qui t'a permis de dire le fils, c'est pas ce qui a permis au livre qui est le JE d'avoir de Vidal. Cette substance directe, ce qui fait qu'il y avait sa présence à lui dans ce livre. J'ai 2 traits, n'est-ce pas? L'un qui est un grand scepticisme et l'autre qui est quand même une ardeur militante, qui cohabitent en moi, mais qui se sont séparés. Alors, Véronique a hérité de l'ardeur militante et Irène a hérité tu sais, c'est comme Benjamin Constant qui rencontre Madame de Staël, Madame de Récamier. Il dit « Oh, je suis heureux de voir l'intelligence et la beauté ». Moyennant quoi, il se brouille définitivement avec les deux, parce que la belle dit « Comment je suis une crétine » et l'intelligente « Quoi, je suis un monstre ». Alors moi, Irène, tu vois, l'une a la militance et l'autre le scepticisme. Mais, alors, il peut arriver que j'ai l'assentiment parfois que ton ardeur, parfois n'étant pas tempérée par un certain scepticisme... Mais avec le temps, l'âge, les leçons de la complexité, j'y arrive. Ma première culture s'est faite dans la rue Bénilmontant. J'étais un cinéphage, je plongeais dans ce monde imaginaire. J'aimais tout. J'ai vu les films de Pabst, l'opéra de Katsu, qui m'a donné sens de la misère humaine, par à la fois l'alliance des capitalistes et des gangsters, si l'on peut dire. Enfin, c'était un film fort comme ça qui m'a beaucoup marqué. Puis il y a aussi la chanson, la chansonnette, parce que dans les films des années 30, il y avait toujours un moment donné où ça chantait. Et je me souviens très bien des chansons que j'adorais. Le film de René Clair, « À nous la liberté », il y a eu une chanson qui reste très belle pour moi, c'est « Mon vieux copain, la vie est belle quand on connaît la liberté ». Il y avait les chansons Sous les toits de Paris. J'adorais aussi Sous les toits de Paris. Tu vois ma petite Nini, qu'on peut être heureux tous les deux. De Paris, tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux, bien unis. Nous sommes seuls, ici-bas, on ne s'en aperçoit pas, on se rapproche un peu plus, et voilà. Tant que tu m'aimes bien, je n'ai besoin de rien près de ta. Oui, Michel Poisien. Enchanté, bienvenue à Clichy et à Nouvelle. C'est très difficile de comprendre un grand problème comme la violence, parce qu'on le voit souvent d'une façon unilatérale. Or, pour comprendre ce problème, il faut comprendre et la partie, et traiter localement la partie, mais aussi considérer le tout. C'est ça la grande difficulté. On n'enseigne pas la compréhension humaine. Or, si on enseignait la compréhension humaine, que de drames on pourrait éviter, pas seulement entre les nations, mais au sein d'une même famille, au sein d'une même école, au sein d'un même atelier. Je pense, d'autre part, que la répression pose un très grave problème parce qu'on ignore la plasticité de l'adolescence. C'est un âge donc intermédiaire d'aspiration à la liberté. Dans le fond, on sait très bien quels sont les remèdes à un moment donné. Qu'est-ce qui sauve quelqu'un du gouffre? Qu'est-ce que c'est? C'est l'amour, l'amitié, l'admiration. Il faut aussi une révolution mentale. Et puis, puisqu'ici, vous êtes les sujets, les acteurs, les témoins de ce problème, peut-être que c'est vous qui pouvez aussi nous aider et contribuer à cette révolution mentale. Alors, M. Garmorin, vous avez été résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Comment avez-vous vécu cette période d'extrême violence?
Et quelles leçons en avez-vous tirées? Quand on a 20 ans, on veut vivre. Mais à cette époque-là, vivre, je savais que vivre, c'est pas la même chose que survivre. Survivre, c'est se planquer, rien faire, essayer de se débrouiller. Mais pour vivre, il faut risquer sa vie dans certaines conditions. On était bien parce qu'on a l'impression que ce qu'on faisait était bien. On luttait pour la libération du pays, on luttait pour la libération de l'humanité. On avait l'impression d'avoir une cause merveilleuse. Bon, moi, j'ai été beaucoup plus mal à l'aise après la libération qu'au cours de cette époque, en dépit de tous les risques courus. Juin 40. C'est la débâcle. Les armées allemandes percent les lignes françaises. Vidal, le père d'Edgar, est mobilisé. Paradoxalement, c'est pour le jeune homme une libération. Il fuit le carcan familial où son père le maintenait, saute dans le dernier train pour Toulouse et s'inscrit en droit, histoire et sciences. Ces années de guerre sont de vraies années d'école. Il retrouve Jacques-Francis Roland, son ami de lycée, avec qui il rentre dans la clandestinité et rejoint le Parti communiste. C'est là aussi qu'il rencontre Violette, sa première épouse. Il regagne Paris en 1943. Devenu résistant au sein d'un mouvement de prisonniers de guerre qu'il faut aider à s'évader, Edgar Naum devient Edgar Morin. Je suis l'un des 3 responsables de la région parisienne. Et l'autre responsable, venant de chez Mitterrand, Georges Beauchamp, me dit « Ah, je vais vous faire un beau cadeau, je vais vous faire un très beau cadeau. » Le cadeau, c'était Dionys Mascolo, pour être mon adjoint. J'étais tout de suite frappé, séduit par ce garçon à la fois intelligent, sensible, beau. J'étais absolument épaté. D'ailleurs, je l'ai dit à Violette, j'ai dit, écoute, j'ai rencontré un type extraordinaire. Bon, on se lit, et il me parlait beaucoup de Madame Leroy, une dame qui s'occupait d'aide aux familles de ceux qui avaient été arrêtés, etc. Et c'était Marguerite Duras. Marguerite Duras est déjà écrivain. Dionys Mascolo, Robert Antelme, tous deux intellectuels, participent avec elle au mouvement de résistance dirigé par François Mitterrand. Ils forment le noyau d'une communauté qu'on appellera plus tard le groupe de la rue Saint-Benoît. L'insurrection de Paris, nous communions beaucoup avec Marguerite et Dionys. Le jour de la libération, où il y a eu ce magnifique défilé, il y avait des voitures des résistants, et il y avait une voiture que conduisait Georges Beauchamp, il y avait Marguerite, il y avait Dionys, il y avait Violette, et moi j'étais assis, parce qu'elle avait le toit ouvrant, sur le toit, avec un drapeau tricolore. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu des tirs, les gens se couchaient, et la voiture a pris à toute vitesse le boulevard Haussmann. Moi, je restais avec le drapeau tricolore, ce qui fait que les gens qui étaient sous les auvents des grands magasins, le printemps des Galeries Lafayette, nous applaudissaient. Et comme ça, c'était la fête. Nostalgique, le résistant épris de liberté fuit la bureaucratie qui s'installe et part en Allemagne. Ce qui l'intéresse, c'est découvrir le pays qui se reconstruit. À son retour à Paris, 1 an plus tard, Robert Antelme, rescapé de Dachau, est devenu éditeur et le pousse à publier son premier livre. Edgar Morin a trouvé sa voie, l'écriture. Il retrouve aussi ses compagnons de résistance. Et c'est là où Marguerite nous a hébergés rue Saint-Benoît. On avait notre chambre rue Saint-Benoît. Il y avait le divan où venait coucher Dionys, il y avait la chambre de Robert, il y avait la chambre de Marguerite. Et on a vécu là aussi une communauté tout à fait merveilleuse. Elle adorait chanter, moi aussi. Elle invitait beaucoup. Je découvrais des gens que je connaissais de réputation, comme ça, qui m'impressionnaient. Queneau, Merleau-Ponty, tout ça. C'était une très belle symbiose. D'ailleurs, cette Allemande qui fait le livre... À la mort de l'écrivain, son appartement est transféré rue de Rennes, un lieu où se retrouvent ses amis et ses proches, dont Solange Mascolo et Monique Antelme. Écoute, ça va. Oui. Et t'as donc une petite fille qui a... J'ai une petite fille. Pratiquement, j'ai pas de photo de l'écrivain. J'ai photo d'Edgar en militaire. Hein? Ah, t'es très beau, très jeune. Voilà Edgar. Ah bah oui, mais ça c'était à Berlin. C'est tout ce que j'ai de toi. J'ai aucune photo de toi. Je vais prendre mon appareil. C'était moi à Berlin. Ah, dis donc, Voilà Marguerite.
Voilà Marguerite. Robert. Mais tu en as pas mal. Hein, ouais. Trouville, 1932. Dionys. Ah, il est très bien. On n'a pas l'année, là. Non, je veux pas qu'on me les prenne, parce que j'ai plus que ça. Mais non, je veux pas te les Tout le monde prendre. est mort, j'ai plus que des photos. Et là, ceux-là, on est tous ensemble. Vous êtes là, vous allez accoucher. Non, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, vous êtes enceinte. Je suis, oui. Ouais. Vous êtes enceinte et on est chez Robert Gallimard. Oui, exactement. Est-ce que tu reconnais qui est par terre? De quelle année elle date? Et celle-là, mais toi, tu n'es pas dans ces photos de groupe. C'est Marguerite qui est furieuse. Tu vois sa tête? Elle était furieuse. Pourquoi? Ça se voit. Ah, je sais plus. Je sais plus. Mais elle était furieuse, ça se voit sur sa tête. Elle est drôle comme elle est furieuse. Incroyable. Là, j'ai une photo. Et ça, c'est vous et Robert à... Ah oui, ça, je la connais, celle-là. Ah, elle est pas mal. Ben voilà, c'est le plus important. C'est incroyable tout ça, tout ce qu'on a vécu à cette époque-là. Oui. On avait 25 ans, 27 ans. C'était Saint-Germain-des-Prés. C'est là que tout ce qui est arrivé de décisif dans notre jeunesse, dans nos sentiments, dans nos croyances, dans notre folie. C'est là que c'est arrivé. Mais je ne connais pas de bonheur aussi fort, aussi merveilleux que celui de faire de la politique. Ou de faire la politique qu'on veut faire. Bien entendu, on était unis par quelque chose de commun que nous pensions et surtout qui s'est développé quand il s'agissait du communisme, quand il s'agissait de nous opposer, dans le fond, au stalinisme, quand il s'agissait après la guerre d'Algérie. Mais ce qui n'empêchait pas nos discussions. Je discutais énormément avec Dionys. On faisait semblant de disputer. On adorait faire des sortes de joutes comme ça. Mais c'était une affection très, très, très profonde, une communauté. Et pour moi, ces sentiments sont restés en dépit du temps, en dépit de la diaspora et tout ça. Fidèle à ses amis, aussi bien qu'à ses idées. Mais c'est en solitaire qu'Edgar Morin poursuit ses recherches, enjambant les séparations disciplinaires, pour tenter de comprendre comment relier l'expérience révolutionnaire à celle de la vie. À l'origine, vous avez appartenu au Parti communiste et à l'époque, il y a un certain divorce entre ce qu'on appellerait les marxistes et les sociologues. Je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de sociologues à l'intérieur de l'univers communiste. Bon, vous savez, il y a des sociologues marxistes, c'est pas incompatible absolument. Le marxisme est une théorie sociologique, vous savez. Ce que j'ai retenu de Marx, pour moi, et qui m'est resté, c'est pas telle ou telle conception. C'est le fait que Marx, il voulait traiter à la fois, il voulait articuler les sciences, c'est-à-dire l'économie, l'histoire, la connaissance des sociétés primitives, n'est-ce pas? Il y a son livre sur le communisme primitif. Toutes les sciences humaines, y compris la science de l'évolution, la biologie, et la politique. Et je pensais qu'il faut avoir une conception articulée, qu'on ne peut pas se laisser enfermer dans telle ou telle discipline. Et c'était ça qui était fort chez Marx. Et ça, c'est l'héritage de la pensée, et qui inspire, dans le fond, tout ce que j'ai fait dans tous mes travaux. Bien entendu, je savais que c'était pas parfait ni même merveilleux en Union soviétique, mais je pensais que c'était des défauts temporaires dus à la situation de l'URSS entre les deux guerres et que la victoire allait épanouir les vertus du communisme. Donc, il y a eu un espoir, et pour beaucoup de gens, on peut même dire que c'était une religion de salut terrestre, le communisme. On pensait qu'en fait, on allait sortir de la barbarie humaine. On ne se rendait pas compte que le système stalinien était parmi les plus barbares.
Dès qu'il y a eu une reprise des grands procès, il y avait eu des grands procès staliniens avant la guerre, les procès de Moscou, surtout le procès